Aéropod. Oui. D'abord, mon nom est Claudia Ouellette. Je suis avec mes deux acolytes de toujours, Merci. Grégory Blanc de Mentor Aéro J'attendais ça, là. Je suis comme, on n'est pas présenté. et André Allard des Ailes du Québec. Ouais, Bonjour, puis- messieurs. Ouais, puis là, je regarde faire ta petite danse au début, là, Greg. Ouais. Ça me fait penser à. J'aurais envie de t'appeler Disco Greg. Ouais, aussi, c'était cool. L'époque Ouais. disco, c'était bien. Ouais, c'était cool. Ouais, il y a eu des. Oui, oui. Ouais, j'aime bien. Bon, en tout cas, Une belle époque. on- Des beaux avions aussi à cette époque-là. on va y repenser. On va peut-être faire voter les auditeurs là-dessus. Exactement. On se lance directement dans nos sujets du jour, messieurs, parce qu'on en a quand même beaucoup. Première petite annonce. Si vous ne le saviez pas déjà, Aéropod est maintenant sur YouTube. Ouais. Oui. Donc, vous avez le choix de continuer de vous écouter, de nous écouter, excusez, vous aussi, dans votre voiture ou dans votre téléphone, ou etc. Mais vous pouvez aussi maintenant savourer nos Oui, tout à frimousses fait. Ouais. sur YouTube. Donc, ne vous gênez pas et ça va vous donner l'avantage, une fois de temps en temps, de voir des petits visuels qui ne seront pas disponibles pour nos auditeurs réguliers. Donc, voilà. Ensuite, une correction à faire par rapport à Stelia. André, nous nous sommes fait rabrouer par un auditeur, avec raison d'ailleurs. Avec raison, d'ailleurs. Ah oui. On a confondu. On a confondu Mulhouse et Méautre. Et Méautre, qui est dans le nord de la France, tout près du Pas-de-Calais, donc à l'opposé pratiquement de Mulhouse. On n'était pas juste un petit peu dans le champ. Là. J'ai Ouais. essayé de déduire ce qu'il disait. Là, quand même. Mais mon excuse pour les Européens, la distance entre Mulhouse puis Méautre, c'est à peu près comme Montréal chez Chicoutimi. C'est pas, pour nous autres, c'est proche. Ouais, c'est vrai. Ça, vu de même. Pour nous, c'est proche. Les Rocheuses cet après-midi. C'est Ok. de France, Québec, puis Chicoutimi puis Montréal, c'est un à côté de l'autre, c'est la carte. Hein. C'est vrai, c'est un fait. Bref, merci beaucoup pour cette correction. On va faire attention à l'avenir de ne pas massacrer Excuse votre carte acceptée, géographique. André. Voilà. Trump a eu une autre excellente idée dans sa guerre commerciale. Ah Hey, oui? Ça va bien finir. Ah ça. oui? Oh, que ça va bien finir, ça, mes amis. Alors, il souhaiterait empêcher GE d'exporter vers la Chine. Des moteurs CFM. Ouais, Oui. donc c'est Pardon, franc, Pas ouais. juste GE. Ouais. GE n'est pas content. Oui, non, ben, Mais en fait, c'est des justement... moteurs CFM. Il veut pas empêcher GE, il veut empêcher les autres et ne s'est pas rendu compte que ce faisant, il... Mais le connaissant, portait je préjudice m'excuse, à- là, je sais qu'on n'a pas le droit de dire de gros mots à la radio, là, mais le connaissant, c'est c'est n'importe quoi. Honnêtement, t'as essayé de bloquer les Européens parce que t'as probablement, il y a quelqu'un quelque part dans un couloir, la Maison Blanche, qui t'a dit, hey, CFM, c'est un consortium européen et lui, il a juste retenu européen, mais le gars, à la fin, il a fini sa phrase en disant, mais le G à l'électrique, tu sais. Combien de GE par rapport aux autres, là? De quoi? De pourcentage de part? C'est 50-50. 50-50. Ah, ben, ça va bien. Super. Ah ouais. Oui. Puis si tu C'est ce voulais- qui s'appelle se couper le nez pour Ouais, ben, emmerder son Ouais, visage. puis si tu ouais, Je la connaissais pas, celle-là, mais elle est bonne. ouais. Tu sais, c'est quoi, si tu voulais, en part de ça, convaincre la Chine que ça sert à rien de négocier des ententes avec eux autres parce que, mais que ça me tente, je vais te remettre encore d'autres conditions parce Exact. que ça nuit au programme Comac aussi, cela. Mais c'est ça qui était visé. Moi, je pense que c'est plus ça que Moi, ça je n'empêche pas pense- de tourner en rond. Là. On le savait déjà, ça. Ouais, en Mais même temps- en s'attaquant au CFM comme ça, donc au LEAP, en fait, qui est installé sur les Comac, j'imagine que le plan, c'est d'essayer d'empêcher la bonne conduite du développement de l'avion. Mais le problème qui arrive, c'est que l'avion, le moteur est déjà là-bas depuis longtemps Ouais. sur les 737 Mhm, et les MAX. mhm. Et c'est sûr il doit y avoir 4-5 moteurs déjà pour le Comac là-bas, pour ceux qui gèrent le programme. Ils n'ont pas commandé 2 moteurs. Là, tu sais. Il y a 3 avions qui volent chez Comac en Il ce y a moment. 3 avions qui volent, c'est là Il y que a- je m'en allais. Donc, tu sais, c'était au moins 6 moteurs on-wing et probablement quelques spares. Tu sais. Ouais. Donc, s'ils voulaient des moteurs à zioter puis à regarder comme ça de proche, c'est déjà fait. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, ils pourront pas demain matin se mettre à copier un moteur en temps pour pas impacter leur production. OK. L'affaire qui arrive, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la limite, tu pourrais dire oui, mais ils ont raison. Et c'est vrai. Mhm. Les Chinois sont très forts là-dessus, sur le copiage, mais c'est pas juste une question de dire, c'est pas, je dis pas ça gratuitement, là. Ils l'ont fait dans le passé. Mhm. Il y a de très, très bons exemples aujourd'hui par rapport à ça. Le plus flagrant, puis celui qui est le plus crève-cœur, surtout pour les Russes, c'est la série Sukhoi des avions de chasse, où les Chinois ont commencé par acheter un lot d'avions. Après ça, ils ont acheté des kits d'avions à assembler chez soi. Puis après ça, ils n'ont rien acheté du tout parce qu'ils ont copié l'avion. Mais ça a pris combien de temps, ça?
On parle de plusieurs années, bien évidemment. Plusieurs décennies, en fait. Mais le point là-dedans, c'est de dire que c'est exactement le même avion, la copie conforme. Mais donc, tu veux dire que s'ils n'étaient pas déjà motivés à copier le moteur, là, ils vont l'être doublement. Ben, moi, je pense que oui, parce que c'est en même temps, tu sais, moi, je me dis soit ils vont dire, ben, tant qu'à faire, on va le faire, ou on va te prouver qu'on est capable, ou je sais Donc, pas. peut-être que ça Mais retarderait. ils l'ont déjà fait, c'est ça mon point. Donc, t'sais. peut-être que ça retarderait un tout petit peu la stratégie commerciale, dans le sens que si on n'est pas capable de mettre en place une ligne de production assez rapidement, des copies en Exactement. question, mais à moyen terme, ça ne changera rien. Regarde, on va se dire les vraies choses, là, c'est un manque de vision totale, parce que si on s'entend que si tu veux dominer le marché, là, tu t'organises pas pour que ton voisin soit piqué au vif et se décide à développer son propre matériel. Ouais. Parce que là, c'est ça qui va arriver. Les Russes sont en train de le faire. Mhm. Je vous donne un exemple, c'est sorti cette semaine, le Sukhoi, le Superjet. Mhm. Il y a un plan de relance pour l'avion. On veut booster c'est un petit peu de la, j'allais dire du pride, là, c'est La fierté. De l'orgueil. la fierté nationale, excusez-moi. Donc, il y a de l'orgueil là-dedans, bien évidemment. Il y a une compagnie qui a été mandatée pour développer un nouveau système de pressurisation. Mhm. Donc, le ECS système, là, c'est donc qui va être de conception locale, Mhm. fabriqué chez les Russes. Fait que là où je m'en vais avec ça, c'est que déjà, on a un penchant, on a une... la Russie, la Chine sont déjà en marche pour dire on va essayer de fabriquer de plus en plus local. Donc, ça sous-entend de développer les technologies, parce que là, c'est plus juste une question de plier une feuille de tôle en deux, là. Il y a de la technologie là-dedans, fait qu'on y arrive tranquillement. Puis là, non seulement ils tendent vers ça tranquillement, mais en plus de ça, ben, tu les fouettes en leur disant moi, je pense que t'es pas bon, tu vas vouloir copier mes affaires, fait que je vais t'empêcher de le faire. Ah oui? Ben OK. On était parti là-dessus, on va partir encore plus là-dessus. Ouais. Et d'autant plus, moi, ce qui m'intrigue dans cette façon de faire-là, c'est que pendant ce temps-là, les Américains aussi ont débuté une guerre commerciale avec l'Europe. Et on espère vouloir signer de nouvelles ententes avec l'Europe. Alors là, ce que les États-Unis ont fait avec la Chine, ils ont signé une entente préliminaire cet hiver au mois de janvier. Ouais. Puis là, ben, cette entente-là est un petit peu dans la poubelle parce que là, on dit, ouais, mais là, regarde, t'auras pas nos moteurs parce qu'on veut pas que tu nous copies. Donc, négocier avec l'administration actuelle, c'est s'assurer que les encourager à briser ou à freiner d'autres ententes puis à recommencer continuellement. Ben oui, c'est grosso modo, on leur dit, OK, fine, on va signer quelque chose avec vous, mais je considère quand même que tu es un voleur. Et ouais. Et c'est toujours une excellente stratégie de faire perdre absolument. la face Écoute, à des Chinois je suis avec pas un lesquels on expert en négocie. négociation, mais d'après moi, c'est pas la bonne chose à faire. Ben, écoute, surtout que les États-Unis, l'administration actuelle, toutes ces guerres commerciales, ce qu'ils ont essayé de pousser beaucoup comme produit, c'est l'agriculture américaine, tu sais, de l'exportation. Tu penses vraiment qu'avec tout ce que tu viens de faire, tu vas réussir à imposer le maïs transgénique Monsanto en France? C'était déjà très, très mal parti avec le transgénique, mais on est tout à fait d'accord. Mais si on veut pas passer la journée là-dessus, parce que quand même, je veux dire, on pourrait, on serait capable. C'est un défi, ça? Non, vraiment C'est un pas. Ça me challenge. tente pas. J'ai des frissons un peu en pensant à lui. And not the good kind. Continue Oui, d'accord. Donc, c'est officiel. Alstom achète Bombardier. Oui. Transport. Bon, petite note rapide parce que c'est pas dans notre domaine. Ben, ouais, c'est ça, c'est le domaine C'est juste que ça va donner des liquidités très intéressantes à Bombardier Avions commerciaux. Bon, Oui, on avait parlé Avions de d'affaires, pardon. on avait parlé de ça la semaine passée dans notre hors-série. Mhm. Oui. La chose qu'on a eu comme confirmation maintenant, c'est que Alstom va établir un siège social nord-américain ici, probablement à Saint-Bruno. Il y a déjà le siège social de Bombardier Transport. On va élargir les activités aussi à la Pocatière. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens d'ici. Toi, tu as mentionné que peut-être qu'il allait fermer Thunder Bay. Ben, c'est ce que dans la plupart on regardait tantôt en préparant l'émission, là, les différents communiqués et ou articles qui sont tombés juste après l'annonce. Il n'y a aucune mention. Moi, personnellement, j'ai pas vu de mention de Thunder Bay. OK. Donc, on sait que Bombardier a 3 sites au Canada. Là. Il y a le bureau. C'est le siège social, mais c'est surtout de l'ingénierie ici à Saint-Bruno. Il y a la Pocatière, bien sûr. Et il y a Thunder Bay, qu'on oublie tout le temps. Et Kingston.
Kingston aussi? Oui, il y a quelque chose à Kingston aussi, chez Bombardier Transport. Alors donc, là, pour l'instant, du côté transport, tant mieux. Et on est content pour les gens de Bombardier au transport au Québec qui vont peut-être voir cette transaction d'un meilleur œil maintenant. Mais là, il va falloir que tu appelles la presse parce que Kingston, ils l'ont jamais nommé. C'est pour ça que... Ben oui, il y a quelque chose à Kingston. Fait qu'il y a 4 sites au Canada. Ouais, il y a 3 sites industriels et un site administratif. OK. Donc, pour vous donner une petite idée de l'ampleur de cette transaction-là, Bombardier recevra, on avait déjà dit qu'il n'avait pas la totalité des parts de Bombardier Transport, donc Bombardier, eux, recevront entre 4,2 et 4,5 milliards de dollars US. Ouais. Donc, faites 1,3 pour du Canadien, là, en gros. Oui, mais on s'en fout, ça partira, ça repart direct comme c'est arrivé pour payer la dette. pratiquement. Ben moi, je serais eux, je le transformerais en Canadien juste pour jouer avec. Puis après ça, je le renvoie à US. Et la Caisse se retrouve, avec cette transaction-là, avec 18% des actions d'Alstom. Ça, c'est une très bonne nouvelle, en mon sens. Tu sais, une bonne nouvelle dans le malheur, là, c'est que la Caisse met un autre pied à terre en Europe, parce qu'ils ont déjà des choses en Europe, chez Alstom. Ça, c'est intéressant. Oui, alors les gens qui ont traité, qui ont dit que les Québécois s'étaient fait voler par Bombardier puis les actionnaires, là, on rappelle que la Caisse de dépôt a fait un minimum de 15% de rendement par année avec son placement dans Bombardier Transport. Oui. Et ce sera honoré. Et ça sera honoré. Et que c'est un très bon rendement. C'est un des meilleurs placements des dernières années de la Caisse de dépôt. Ben moi, des placements garantis, j'en ai pas fait beaucoup. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup déjà. À 15% en plus. À 15%, oui, effectivement. Alors, ça, c'était un bon. Moi, ce matin, là, je suis chez Gulfstream ou Textron. Là, je suis un petit peu inquiet. Effectivement. Parce que là, on s'entend, le Bombardier va avoir grosso modo 10 à 11 milliards de liquidités ou dans ses coffres, avec des dettes de 11 milliards en canadien, là, évidemment. Oui. Donc, on s'attend à ce que Bombardier rembourse 8 à 9 milliards de sa dette en canadien. Et que là, l'entreprise... Elle va en garder un petit peu. Donc, ça sous-entend, chers collègues, qu'ils ne paieront pas la dette au complet. Parce que ça, c'est une question qu'on voit souvent. Là, en général... On déborde un peu, là, mais je suis sûr qu'on se pose la question. Je vais faire un parallèle simpliste. C'est pas toujours une bonne chose de rembourser de la dette. Par exemple, présentement, les taux d'intérêt sont tellement bas que c'est pas une bonne idée de rembourser son hypothèque trop à l'avance parce que c'est une dette intéressante qui te donne de l'actif. 1. 2. Souvent, d'habitude, quand tu rembourses à l'avance, tu as des pénalités. Oui, c'est vrai. Donc, tu n'as pas nécessairement avantage à payer tout de suite une dette. Ça se peut, mais ça se calcule. Okay. D'autre part, on avait déjà dit, ils vont libérer une bonne partie de leur liquidité parce que leur fonds de roulement a besoin d'être moins élevé vu la baisse de leur chiffre d'affaires général. Ouais. Donc, comme on utilise un multiple habituellement, là, avec Bombardier Transport parti, on a besoin de moins. Donc, il y a tout ça qui va libérer des fonds. On va voir ce qu'ils vont décider d'en faire. Il y a quelques options sur la table. Donc, rembourser de la dette tout d'abord, c'est sûr, mais peut-être aussi juste la renégocier. À partir du moment où il y a une partie des fonds qui vont être remboursés, peut-être qu'on serait d'accord pour remettre une cote de crédit plus intéressante. Ça, c'était mon autre question. Oui, c'est direct là, je m'en allais. Ils peuvent-tu, grâce à ça, réavoir une bonne cote? Ce serait possible, oui. Oui, à partir du moment où t'as plus d'actifs que de passifs, parce que là, si t'as 11 milliards, 1,5 milliards, pratiquement le même montant en liquidité qu'en dette, ben là, tu as plus de passifs parce qu'il reste tous les actifs de la compagnie, les autres actifs, là, les biens non monétaires. Tout à fait. Donc ça devient Et puis là où je m'en allais avec ma question, c'est que, tu sais, des fois, pour développer des nouveaux programmes, par exemple, tu as besoin de liquidité à court terme, le temps de partir la machine, puis tout ça. Donc, c'est meilleur quand tu es capable d'avoir un meilleur taux. Oui, absolument. Mais en général, pour puis toutes ces raisons... ce taux-là dépend de ta cote? Oui, effectivement. La cote représente, dans le fond, le niveau de risque. OK, c'est ça. Donc, plus une compagnie est en mauvaise posture, plus c'est difficile pour elle d'emprunter. C'est la même chose que pour les particuliers. Okay. Rien de trop surprenant là-dedans. Ouais, ben ça, le monde de la finance, là, la réalité, tu sais, qu'on dit on prête un parapluis quand il fait beau, puis on l'enlève quand il pleut. Exactement. Ça s'applique pour tout le monde. Là. Ça, il n'y a pas d'exception. Tout le monde est visé par ce principe-là. Absolument. Okay. D'accord. Donc oui, c'est ça. Et il y a d'autres possibilités. On sait qu'il y a des enjeux avec les caisses de retraite. On sait qu'il y a d'autres choses dans lesquelles ils pourraient décider d'injecter des fonds. On va d'ailleurs faire un petit dossier là-dessus prochainement. Ah oui? OK. De manière à adresser les différentes questions. Oui, parce qu'on a eu la question sur les fonds sur les fonds
sur les fonds de retraite. C'est plus compliqué que de dire oui, non. Est-ce que Bombardier va le remettre? Pour l'instant, moi, ma compréhension du dossier, c'est que l'article sur les fonds de retraite qui a été publié la semaine passée concernait les fonds de retraite de Bombardier Transport. Donc, à partir du moment où Bombardier Transport est vendu, la dette ou le passif de 4 milliards s'en va avec. Absolument. C'est fini, c'est réglé cette Fait que affaire-là. c'est Alstom qui va dealer avec ça. C'est le problème à Alstom. Mais en fait, en général, ça demeure un enjeu dans toutes sortes d'industries, dans plusieurs organisations où il y avait des fonds de retraite, où on n'avait pas planifié que les taux d'intérêt resteraient si bas aussi longtemps. Deux, où on a mis des clauses de prestations garanties au lieu de paiement de contributions garanties. Ouais. Donc, il y a tout ça qu'il va falloir être adressé, mais c'est pas un problème essentiellement aéronautique. Donc, peut-être finalement qu'on vient de couvrir ça pour de bon, là, mais on verra si c'est pertinent d'y revenir dans le futur. Okay. Ouais, c'est pas un problème lié à Bombardier, c'est pas spécifique à Bombardier. Oh non, absolument pas. Par contre, tout le monde a le choix de le gérer de la façon qu'il l'entend. Donc, on va voir si ça va devenir un enjeu éventuellement, mais pour l'instant... Non. Ouais, puis pour les gens de Textron, on aime bien Textron, c'est une bonne compagnie, ils font des bons produits. Mais si vous pensiez mettre la main sur Bombardier Aviation pour pas cher, désolé, mais c'est meilleure chance la prochaine fois? Ben, je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Là, au niveau des consolidations à ce niveau-là, pour cette tranche-là d'aviation, là, je pense que pour le moment, à moins écoute, quelque chose d'exceptionnel, là, je pense ça va stagner un peu. Ouais. Un certain point d'équilibre là, pour un petit bout de temps. Oui. Puis ça, c'est une lutte à 4. C'est pas compliqué, là. C'est Gulfstream, c'est Dassault, Cessna, Textron et Bombardier. Ouais. Principalement. On oublie les 2-3 plus petits. Là. Il y a le Cirrus Jet. Puis, Honda, oui, mais c'est pas des joueurs majeurs encore. Pour l'instant, du moins. Exact. Résultat financier de Chorus Aviation. Ouais. Oh, résultat. Là, tu me prends par surprise parce que j'ai pas ouvert la fenêtre là-dessus. On peut-tu parler de la 220 puis on va revenir sur les résultats financiers? On t'a eu, André. Ah, là, je suis fait. Là, j'ai sur des résultats financiers? Qu'est-ce qui se passe? André, qui êtes-vous? Demande à ton Mac. Ah, là, c'est vraiment, là, D'accord. J'ai le droit. Oui. Ouais, t'as le droit. Wow. A220. A220. Tu voulais qu'on en parle, mais on va commencer par les moteurs pour te donner le temps un peu, si tu veux. Pendant que je cherche mes choses, mes courriels. Vas-y. Moteur d'Air Baltique endommagé. Oui, alors on a une... belle photo qui est apparue sur Twitter. C'est plutôt difficile à voir c'est quoi. Là, on voit un morceau de métal qui ressemble très beaucoup à un... On voit une flange. Là. Donc... une quoi? Une flange, c'est une très bonne question en français. Mon Dieu, mais... oh là là. Nous reviendrons. Est-ce que je peux appeler un ami? On va appeler ma tante Google. Appel à tous. Appel à tous, oui. Donc, on voit un bout de flange, donc une jonction entre deux casings, donc entre deux sections de moteur, parce qu'on voit toute la série de petites bottes, de petits boulons. Ça ressemble. OK? Donc, je prends le ton sérieux, là. Ça ressemble, mais ne me prenez pas au mot parce que c'est basé sur une photo qui a été prise vite, là. Ça ressemble à, le terme exact, c'est le Fan Drive Gear System, donc une portion du Fan Drive Gear System. Donc, on va dire le casing, la section du moteur qui contient la fameuse gearbox. OK? Et plus précisément, ça ressemble au Bearing Support Case. Le Bearing Support Case, c'est la section là, du Fan Drive Gear System qui contient le bearing numéro 1 et 1.5. OK? Donc, de très gros bearings. Oui, vas-y. Ça s'appellerait la semelle. Je pense pas, non. Un flange, une semelle, oui, ça peut être une semelle dans certaines circonstances. Semelle, chapeau. Je pense pas, non. Ça, c'est rigolo. J'ai hâte de voir la face des gens qui vont écouter le podcast. Qui vont parler de semelle. OK, mais regarde, on va envoyer la question à tous parce que ça semble vraiment être ça. Parce que le mot flange peut se traduire de plusieurs manières en français. D'accord. Mais continuons avec flange. Les gens de moteur vont me comprendre. Bon. Et donc, tout ça pour dire que c'est difficile à identifier c'est quel morceau, mais c'est un sacré morceau c'est un morceau de moteur du core là, qui est sorti. Là, OK? Donc, je sais pas ce qui s'est passé. C'est en avant, c'est juste derrière le fan. Donc,
Oui, pour ceux qui pourraient se poser la question, ça semble venir de la région du coin de la gearbox, mais ce n'est pas la gearbox. OK. Parce que, comme je vous disais, à cause de toute cette série de petits boulons-là qui ressemblent à un jointement, là, une flange, de 2 casings, ça ressemble au bearing support case. OK. Donc là, qu'est-ce qui s'en vient, là? Mais une question comme ça, le fait que ça soit survenu tôt dans la vie du moteur, ça laisse plus présager par un défaut de fabrication. Je vais te poser la question qui tue, André. Il y en a combien de moteurs qui ont eu ça? Zéro. Ce problème-là, il est entièrement nouveau. Pour le moment, il y en a juste un. Fait que tant que ça restera à un événement, ça semble pointer vers soit un problème métallurgique, soit un problème d'assemblage. OK. Rendu là, ce serait vraiment, je dirais, dangereux de pousser ça plus loin puis de dire qu'il va falloir grander la flotte, tout ça. Non, on n'a pas l'information en main. Exactement. Est-ce qu'il va y avoir des vérifications qui pourraient être faites? Absolument. Ça coûte rien. Pendant un turn ou durant la nuit, tu envoies une équipe jeter un petit coup d'œil. Ça pourrait se faire. Mais pour qu'un casing casse comme ça, là, il faut que tu aies eu un problème assez important. Moi, ça m'étonne de dire, hey, toi, on jase, là, OK? Ça n'engage à rien. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être? Vu que ça semble être le bearing support cover, là, ça pourrait être un problème avec le bearing qui a fait que, parce que le shaft passe à travers ce casing-là, donc le shaft sur lequel le fan est installé. Pourrait peut-être avoir eu un problème de bearing. Donc, si tu dis un problème de bearing, ben, peut-être un problème de lubrification, un problème au niveau du manufacturing, de la fabrication du bearing lui-même, qui ferait qu'il aurait pu avoir saisi, ou peut-être que le moteur a fait du métal ailleurs. Okay. Et on s'est retrouvé avec des particules de métal dans l'huile qui ont fait que ça a fait grindé, ça a grindé, on a endommagé les bearings, puis c'est celui-là qui a lâché en premier. Ça se pourrait. Il y a plusieurs petites choses qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est tout, à ce moment-ci, là, tout est plausible. Okay. Mais oui, effectivement, la seule chose qui semble être sûre, c'est que c'est en avant, c'est juste derrière le fan, fait que ça pointe à quelque chose autour de la gearbox, mais on voit pas de gear, là. Donc, à première vue, ça semble pas être la gearbox comme telle qui a souffert. Oui. Et de toute façon, même si c'était la gearbox, ce serait le premier problème avec le gearbox sur... Sincèrement, je ne pense pas qu'on va avoir de problème. Ça a l'air tellement solide, cette affaire-là. Il y a eu aucune inquiétude avec cette partie. Moi, ce que des gens de Pratt m'ont dit, là, c'est que c'est la portion du moteur qui a été la plus testée parce qu'ils savaient que ce serait la section du moteur qui serait la plus sollicité? Non, pas sollicité, qui serait la plus observée, la plus mis sur le spotlight. Oui, parce qu'au premier défaut de gearbox, tout le monde va commencer à dire le concept est pas bon, le concept est pas bon. C'est pas le premier moteur qui a eu une gearbox. Il y a eu d'autres moteurs qui ont eu des gearbox avant, mais des moteurs beaucoup plus petits. Donc, on y reviendra, on fera un spécial là-dessus. On n'arrête pas de le dire, on va finir par le faire. Ouais, on va faire plein de spéciaux. Je tiens plus en place, j'ai envie de parler de moteur. On va faire plein de spéciaux sinon. Oui, c'est ça. Après ça, dans les moteurs, il y a PW1100 aussi maintenant. Oui, on a eu un problème chez Turkish Airlines. Un problème sur les 321, donc les PW1100. Mais là, ce serait un problème d'abrasion au niveau du casing. C'est pas très, très clair exactement. Turkish a été très avare de commentaires, ne répond pas aux demandes des journalistes. Ça aurait affecté... Il y a 3 avions qui sont groundés. Donc, sur 15, le Turkish Airlines possède 15 A321 au moment où on se parle. Donc, s'il n'y a que 3 avions de concernés, ça semble pointer vers un problème qui est très localisé en termes de série de moteurs. Ouais. Donc, probablement soit des réparations qui ont été faites à l'interne, peut-être, parce qu'on sait que Turkish Airlines a sa propre maintenance. Donc, peut-être des réparations qui ont été faites qui n'ont pas tenu. Ou des moteurs qui sont flambant neufs, mais c'est une série. Donc, encore une fois, de tel numéro de série à tel numéro de série, on va engager des inspections qui ne vont concerner que un certain nombre limité de moteurs. Fait qu'on n'a pas vraiment plus de détails à ce niveau-là. C'est arrivé hier ou avant-hier, là, donc c'est très nouveau, là. Mais tu sais, il faut toujours faire attention parce que oui, c'est encore le Gear Turbofan. Mais ce genre de problème-là, premièrement, ça semble pas être un problème de core au niveau du fonctionnement du moteur.
c'est de l'opérationnel. Ça ressemble beaucoup plus à de l'opérationnel que d'autres choses. Puis ça peut arriver à n'importe quel moteur. Ça. OK. Fait que c'est pas... On a eu quelques précisions sur l'entente d'Airbus, dont des choses qui avaient porté à confusion qu'on a beaucoup entendues. Oui, en fait, Là, on parle au niveau de Bombardier. A220, on parle pardon. On d'entente. continue sur la 220. Oui, on continue sur l'A220 parce que la semaine passée, quand l'entente ou l'amendement à l'entente a été publié, comme il n'y avait aucune référence sur l'obligation d'Airbus de maintenir Mirabel comme le centre principal de production puis de recherche et développement de l'A220 jusqu'en 2045, les gens ont commencé à dire, ben c'est ça, ils ont laissé tomber cette clause-là. Non. Et j'ai confirmé avec Annabelle Duchesne, qui est responsable de relations médias chez Airbus, ce qui est arrivé la semaine passée, c'est un amendement à l'entente originale. Légalement, un amendement, c'est une modification à une entente. Mm-hmm. Puis une modification, légalement, ça annule pas l'ancienne entente. La seule chose que ça fait, un amendement, c'est que ça modifie les choses qui sont écrites dans l'amendement. Donc, la seule chose qui a changé dans l'entente originale, c'est la structure du partenariat entre Airbus, Bombardier et le gouvernement du Québec. Québec est sorti du partenariat, Airbus est 75% et Investissement Québec, Bombardier est sorti du partenariat. J'ai dit Airbus est sorti? T'as dit Québec. Ah, Québec est sorti? Certainement pas. Beau lapsus encore. Enlève-moi pas mon 25%. Ouais, c'est ça, tu sais. Sans ça, c'est du vrai vol. Ouais, non, OK. Non, mais je viens de voir justement que Airbus estimait le début de la rentabilité de la 220 à 2025. 2025. Donc, au moins un an dans le bateau du profit pour le gouvernement du Québec. Ouais, et donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Les obligations restent. Ça se peut. Là, les gens ont commencé à faire circuler sur les réseaux, mais certaines personnes font circuler que Airbus rapatriera en France les work packages du 330. Okay. Ça se pourrait. Mais à ce niveau-là, je pense que c'était prévisible. Tout à prévisible. Ouais. Écoute, et peut-être toute la partie de fabrication en composite de la pointe arrière du fuselage, la fuse, là, ça a circulé. Je n'ai pas vérifié cette information-là, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas vérifié. Mais c'est pas impossible. Moi, j'ai le feeling qu'il y a du 320 qui s'en vient. Des work packages de 320? Oui. Moi, j'ai le feeling qu'il y a de quoi qui s'en vient pour alimenter mobile. Alimenter mobile, c'est fort possible. De toute façon, Airbus est à la recherche de plus de fournisseurs, de plus de capacités de production industrielle. Ouais. Mm-hmm. Donc, on est un site à considérer. Ça sera dans un échange. Avant de capoter puis de dire qu'Airbus est en train de nous tout vider. Là, capotez pas avec ça. Moi, j'ai sur le site Les Ailes du Québec, j'ai un texte qui s'en vient sur les relations de travail puis le contrat social d'Airbus en Europe puis sur la culture de cette entreprise-là. Vous allez voir, c'est pas une entreprise qui a l'habitude de fermer des sites puis de couper des jobs comme ça. C'est pas dans leur culture. De toute façon, on en a déjà parlé, mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de manque de capacité de production, il serait bien fou. Mais bon, s'il nous écoute, ce n'est pas une bonne idée. Mais de toute façon, ce qui est à considérer, c'est un petit peu le même principe qu'on parlait d'Alstom. Pour Airbus, pour les Européens, le fait que le Québec, où est-ce qu'on est, ce qu'on fait, l'expertise qu'on a, ça fait une très belle porte d'entrée francophone en Amérique. Ouais. Ça leur permet de côtoyer nos chums américains sans avoir un pied à terre. Moi, honnêtement, là, j'en ai discuté vite la semaine passée avec des gars avec qui je joue au hockey. Et là, on était tous d'accord sur le fait que c'est une opportunité absolument fantastique de pouvoir te planter à côté de ton concurrent, mais t'es pas chez lui. T'es juste à côté. T'es juste l'autre bord de la frontière. Mais t'es pas chez lui. et en passant, faut rappeler qu'à Mirabel, la main-d'œuvre, quand Airbus a pris le contrôle du C-Series à l'époque, il y avait 2000 employés à Mirabel. Maintenant, ils sont 2700. Et même si Airbus transfère une partie de l'ouvrage, les work packages du 330, puis une petite partie de l'ouvrage de la pointe arrière du fuselage, ils se sont engagés à réembaucher les 360 personnes qui étaient sur ce contrat-là. Mais de toute façon, certaines personnes ont tendance à oublier aussi, c'est qu'il y a une montée en cadence qui s'en vient. Et voilà. D'ailleurs, montée en cadence là-dessus, pour compléter dans les choses, on s'attend à l'objectif 55 appareils cette année. Moi, j'ai trouvé ça faible.
Parce que à un moment donné, quand j'ai parlé avec Annabelle Deschênes, j'y avais mentionné, je dis, moi, il me semble que quand je parle avec les fournisseurs de la région, je suis plus dans 65 par année. Et on m'a confirmé, c'est bien 55 comme objectif officiel. Chez Airbus, on dit vouloir monter une montée en cadence lente, c'est-à-dire on passe de 45 à 55. On veut pas mettre de pression sur les fournisseurs parce que en ce moment, la chaîne mondiale d'approvisionnement, elle est sous pression, surtout au niveau d'Airbus, à cause, entre autres, là, des montants en cadence de l'A320. Donc, on fait ça prudemment. On dit vouloir faire ça prudemment. Moi, je vais rajouter, entre guillemets, c'est la tradition Airbus de fixer des objectifs plus bas puis de toujours les dépasser. Ma prédiction personnelle, il va sortir 60 avions de Mirabel cette année. Bon, une autre chose à mettre sur la liste. Et finalement, dernier point à propos de l'A220. Vendredi dernier, le premier A220, non, c'est pas vrai. Jeudi passé, deuxième A220 d'Air Canada a été livré. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Et vendredi, le premier a été retiré de service, c'est-à-dire qu'il était à Montréal. Mm-hmm. Il a volé jusqu'à Mirabel vendredi soir et il a été remisé là. On l'a pas vu revoler. Air Canada me confirme que l'avion, c'était un entretien prévu. Mm-hmm. On me dit, on veut faire des upgrades. Des mises à niveau? Ouais, mais des améliorations au niveau de l'esthétique, des upgrades esthétiques, qu'on m'a dit, dans la cabine. Ça se peut. C'était cédulé, retour en vol prévu le 19, donc mercredi cette semaine. Okay? Donc, on est toujours content des performances de l'A220 chez Air Canada. On est toujours très, très, très content des performances de l'A220 chez Air Canada. Excellent. Voilà ce que j'avais à dire sur l'A220. Sais-tu quoi? Là, mon Mac est allumé. Mm-hmm. J'ai trouvé mon courriel. Fait qu'on parle des résultats de Chorus Aviation. Chorus Aviation, en passant, les gens, n'oubliez pas que Chorus Aviation à Montréal, Trudeau, c'est le 3e plus gros employeur après Air Canada et Air Transat. OK? Ouais. Près de 3-4 000 employés à Montréal, si ma mémoire est bonne. C'est quand même un gros employeur. 3 000, c'est quand même aussi une grosse base aussi. C'est alors 2019, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. OK. Et profit, résultat net, bénéfice avant impôt de 100... Là, je suis en train de perdre mon chiffre. J'ai une mauvaise mémoire, excusez-moi tout le monde. C'est résultat net, bénéfice résultat net, 133 millions de dollars. OK? Donc, 10% de profit. Ce qui est quand même... ça va bien. Dans les choses à signaler pour Chorus Aviation, mentionnons qu'ils ont repris le chiffre d'affaires d'Air Georgian. Oui. Donc, il faut s'attendre à une autre augmentation des revenus et du chiffre d'affaires l'année prochaine, d'au moins 10%. Ouais. C'est la dernière compagnie à avoir placé une commande de CRJ. Les 7 derniers CRJ qui vont sortir, 900 qui vont sortir de la ligne d'assemblage de Mirabel, sont destinés à Jazz, à Chorus. Mm-hmm. Et finalement, Air Canada, ils ont complété l'entente avec Air Canada. Air Canada, maintenant, a 10% des actions de Chorus Aviation. Bon. Ça aussi, ça a été complété. Fait que le partenariat entre les deux continue de se développer. Évidemment, là, il y a des résultats aussi au niveau des locations d'avions, mais ça n'a pas changé. Le chiffre est le même. C'est 63 ou 65 appareils en location. Ouais. Ce que j'ai été surpris de voir quand je regardais, j'ai feuilleté vite les résultats. Je me rappelais plus qu'ils ont 5 C-Series A220 loués à Air Baltic. Je m'en rappelais plus. Contrat qui a été annoncé à la fin de l'été sur l'entente. Air Baltic est très contente d'avoir signé ce contrat-là avec Chorus Aviation. Surprise. Oui. Alors, voilà pour Chorus Aviation. Donc, on prend une micro-pause et on revient avec notre tour hebdomadaire à Renton. Yeah. Aéropod. Des aveux publics de 3 compagnies aériennes américaines envers Boeing. Donc, United Airlines, Southwest et American Airlines, toutes les 3 ont repoussé dans le mieux à la fin de l'été et dans le pire à l'automne les vols qui pourraient peut-être être faits sur des 737 MAX. Donc, malgré tout ce que dit Boeing et la FAA et etc., visiblement, les compagnies aériennes présentement ne font pas confiance au fait que cet avion-là revienne en service à l'été. C'est beaucoup trop risqué. Ouais, regarde, surtout pendant les hautes périodes estivales, tu veux pas prendre le risque d'être obligé de refaire tes cédules à 1 mois, 2 mois d'avis. Faut que tu maintiennes tes locations de toute façon. Ouais. Donc là, tu vois que dans les compagnies aériennes maintenant, là, on planifie on essaie d'avoir au moins 6 mois d'avance de planification. Puis on va retarder là toutes les
2-3 mois, on va retarder, là. Puis encore, tu sais, mais on va toujours se garder quasiment un 6 mois d'avance dans la planification, dans le retard. Mhm. Donc, puis effectivement, c'est un désaveu. On dit à Boeing, non, tu vas pas nous ramener les avions au mois de juillet, puis au mois d'août, c'est pas vrai, tu seras pas capable. Ou en tout cas, on n'est pas capable de se fier sur le fait qu'on peut croire ce que tu dis. De toute façon, ils savent quelque chose ou ils ont eu accès à une certaine information qu'on n'a pas. Il y a quelque chose qui drive cette décision-là qui... Quant à moi, c'est 100% de la gestion de risque. Moi, je pense que non, oui. mais Moi, ça, je suis d'accord. Au final, oui. Hey, on part une bataille avec Greg. Basé sur quoi? Non. Basé sur quoi? Je pense. Sur le fait que, premièrement, la certification de la FAA, c'est une chose, mais ça se pourrait que les Européens s'en mêlent. On sait toujours pas ce que l'Europe va faire. Et ça peut juste bien virer. En fait, on peut en parler tout de suite parce que le fait que Boeing tente de se soustraire à l'obligation des règles qui s'appliquent au filage. Oui, les fameux harnais. Exactement. Électriques. Donc, dans le fond, vite, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de 12 endroits où les fils passent trop près les uns des autres dans le 737 MAX. Pas 12, hein? Plus de 12. Donc, je ne sais pas combien, mais plus de 12. Et c'est peut-être 14. depuis 1998, les appareils doivent avoir, les nouveaux appareils qui sont certifiés depuis ce temps-là, et ça voulait être important, doivent tenir ces harnais-là assez loin les uns des autres pour ne pas pouvoir provoquer un désastre comme Swissair. 111, oui, c'en est un exemple. Oui, Swissair, c'est un problème de harnais, mais c'est un problème de configuration cabine. D'accord. Oui, il n'y avait pas mais ces façons de faire-là, c'est surtout basé sur on veut prévenir de potentiels problèmes. Par exemple, l'exemple le plus facile et le plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le rotor burst. Mm-hmm. Donc, si jamais il y a un moteur qui éclate en morceaux, ça va lancer des shrapnel un peu partout. Mm-hmm. Ça pourrait couper des fils, des câbles et tout ça. Donc, si tous tes câbles passent au même endroit, il pourrait tout couper ou endommager en même temps. Donc, la raison pour laquelle on va étaler tout autour du fuselage, prenez-vous un avion, là, tu le coupes en plein milieu là, comme un saucisson. Puis tu vas avoir des câbles et des harnais qui vont passer tout le tour. Là. Grossièrement résumé, je sais que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais à peu près. Tu en mets tout le tour. Là, OK? Puis ça, c'est pour éviter, c'est statistiquement parlant, c'est fort peu probable qu'un ou deux shrapnel réussissent à tout couper d'un coup. Là. Okay? Donc, la situation actuelle, c'est que Boeing dit à la FAA, on ne veut pas bouger ces fils-là, premièrement, parce que ce serait fou comme temps et comme dépenses, etc., mais aussi parce qu'on pense que ça pourrait créer de nouveaux problèmes de chaffing et créer des nouveaux courts-circuits et tout. Et l'argument massue, selon eux, c'est mais de toute façon, les harnais, sont placés à la même place que dans le 737G qui a accumulé des millions d'heures de vol qui a accumulé des millions d'heures de vol sans avoir eu ce problème-là. Ça revient à dire on a toujours marché de même, on n'a jamais eu de problème pour qu'on changerait. Le problème qui arrive, c'est que peut-être qu'à l'époque, on a été complaisant. L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais ça volait comme ça avant. C'est un fait. Et statistiquement parlant, visiblement, ça fonctionne. C'est un fait. Sauf que ce que l'histoire ne dit pas, c'est que peut-être que la FAA s'est rendu compte qu'à l'époque aussi, on a été complaisant. Puis peut-être que la FAA, en faisant ça là, en ce moment, essaye de réparer quelque chose qui a été fait il y a 25 ans. Oui, absolument. Ce qui est vraiment cocasse, c'est que ça revient à ce que tu disais la dernière fois, qui est quand on réutilise et recycle des certifications, on finit par avoir des problèmes comme ça. Comment est-ce que c'est possible qu'un avion de 2019 ait été certifié en dessous des normes qui datent de 98? Absolument. C'est quand même quelque chose. Puis même, à la limite, si tu te dis oui, mais il y a 20 ou 25 ans, admettons que la FAA aurait été complaisante, il reste que la réglementation ne l'exigeait pas. OK, admettons qu'on joue ce game-là. Sauf que c'est passé sous le radar cette fois-là aussi. Parce que là, on a décidé de réutiliser du matériel, puis on aurait dû se dire, attention, on va réutiliser de la technologie pour sauver du temps et de l'argent, mais sachez que dans ce qu'on va réutiliser, il y a certaines petites affaires qui ne sont plus bonnes, qui ne sont plus d'actualité. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Mais mais en termes de temps, donne-moi juste une seconde, André, en termes de temps, de savoir ils ont raison de capoter avec ça. Là. Regarde ce que ça a fait avec le Mitsubishi. Le Space Qui a raison Jet. de capoter avec ça? Boeing?
Parce que Mitsubishi est obligé de redesigner. Mitsubishi a eu exactement le même type de problème là, il y a 2 ans. Mais ils ont été obligés de redesigner. Mitsubishi a l'excuse qu'il n'avait jamais fait d'avion de ligne, avant. Exactement. Fait qu'à la limite, de toute façon, c'est pas comme si on le savait pas. Là. Oui. On savait qu'on réutilisait un design non conforme. Oui. Ben, on savait qu'on réutilisait une technologie qui commençait à se faire vieillotte. Ouais. Ben, tout ça. Puis, tout ça. à un moment donné. Mais je pense que le point là-dedans, c'est. On peut pas leur en vouloir d'avoir essayé. Je pense pas que le point. C'est à ça que ça sert niveau-là- un organisme réglementaire. Exact. C'est que, tu sais, admettons, tu dis, oui, mais Boeing a voulu réutiliser un maximum de technologies qu'ils étaient capables. Ça, OK. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là où on a failé lamentablement, c'est qu'on a on n'a pas voulu actualiser ces designs-là. Tu sais, encore une fois, ce que je disais il y a quelques secondes, c'est on a décidé de réutiliser quelque chose qui existait déjà, puis on a refusé d'avoir la discussion, parce que même à la limite, admettons, de dire, ouais, mais personne ne s'en rappelait à ce moment-là. OK, admettons. Admettons que ce serait un argument. Mais tu n'as pas fait l'exercice de vérifier, de dire, OK, on réutilise ça, parfait. Hey, sais-tu quoi? On va prendre 2-3 jours, puis on va vérifier, voir si dans ce qu'on réutilise, il n'y a pas quelque chose qui passerait pas. On l'a pas fait, cet exercice-là. T'es en train de présumer qu'ils l'ont pas fait. Moi, j'ai des afro-doutes que la job a été faite puis qu'ils ont fait des choix stratégiques pas tout à fait éthiques. C'est une autre histoire. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu étais bienveillant dans ta façon de voir les choses. Là, on va présumer que c'est pas des... Ben moi, là où j'en ai, c'est quand ils nous présentent leur analyse de risque, ils nous disent « Oui, mais ça n'a jamais failé ». Moi, je regarde, mais quand tu fais une analyse de risque en aéronautique, à partir du moment où si la défaillance est catastrophique, il faut que tu aies 0 défaillance. C'est ça ton objectif. De toute façon, c'est tellement pas comme ça que ça fonctionne, l'analyse de risque. André, est-ce que tu es passé au feu, toi, dans ta vie? Non, je devrais pas m'assurer. Hein. C'est ça mon point. Ah non, mais tu devrais pas avoir d'assurance. Hey, tu as vécu 70 000 jours dans des maisons qui ne sont jamais passées au feu. Pourquoi garoches-tu de l'argent par la fenêtre Moi, en j'arrête de me t'assurant? brosser les dents, j'ai jamais eu de carie. Ouais, tu sais, voilà. Ça va être super, ça, chers collègues. Mais c'est ça. Mais ça n'a aucun sens comme stratégie de gestion de risque. Là. C'est comme argument, en fait. Comme argument, c'est nul. Ça vaut. C'est pas ça, la gestion du risque. Et parlant du côté de l'argument, on a vu un communiqué de la FAA la semaine dernière qui disait, et je paraphrase un peu parce que je l'ai pas sous les yeux, et l'avionneur devra s'assurer de répondre à la réglementation existante. Fait qu'on n'a pas dit non, ça passera pas, mais on a commencé à lâcher des indices qu'on serait probablement intransigeant là-dessus. Ouais. Et si ce n'est pas le cas des Américains, de toute façon, on s'attend à ce que les Européens le soient. Mais avec la guerre commerciale qu'on a en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on serait indulgent? Pourquoi, exactement? Pourquoi qu'on serait gentil avec toi alors que t'arrêtes pas de nous écœurer? Mais tu sais, de toute façon... c'est même juste si c'était ça, là, parce qu'il reste qu'il y a le danger. Là. Exact. Mais en plus de ça, il y a tout le côté où que peu importe ce que tu vas lire sur les interwebs, là, tu peux être sûr et certain que ce que la FAA est en train de faire en ce moment, là, c'est une gestion d'image. Là, oui. Ben... Même si tu dis non, la FAA a toute notre confiance, puis c'est pas des 2 de pique. J'ai jamais dit que c'était des 2 de pique, mais en attendant, t'as failli quand même. Et voilà. Parce que les gens ne jurent que par toi. OK? Dans les différents voyages que j'ai faits, c'est soit la réglementation de base sur laquelle on va travailler dans chaque pays, c'est soit la FAA ou ASA. Il n'y a personne qui se base sur les Australiens. Et la FAA comprend très bien cet enjeu-là et c'est très bien que si elle échoue encore une fois avec le MAX, sa réputation, c'est fini à travers le monde. Elle ne pourra plus imposer quoi que ce soit. C'est la réglementation de l'ISA qui va rentrer partout dans le monde. Et je pense que là, ils vont commencer à avoir le même enjeu qu'on voit en justice. Des fois, il y a une importance il y a des concepts qui sont doubles. C'est pas juste qu'il faut être compétent, c'est qu'il faut aussi avoir l'air compétent. Et ça, c'est 2 choses différentes. Ouais, ça demande pas nécessairement les mêmes actions, mais dans leur cas, là, ils ont beau avoir bien fait les choses la première fois compte tenu des règles qui les encadraient, peut-être, je leur donne le bénéfice du doute, ils ont eu l'air de des incompétents. Et là, c'est ça qu'ils vont devoir adresser. Là. Parce que moi, je trouve que Steve Dixon, le nouveau président de la FAA, joue très bien ça. C'est-à-dire que il ne dit jamais un nom catégorique à Boeing. Il n'a pas l'air de dire, moi, là, Boeing, je vais vous casser. C'est pas ça qu'il dit. Il dit toujours, nous voulons certifier, nous voulons, mais voilà, oui, mais, il y a toujours un mais dans son oui, tu sais, oui, mais, puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des petits problèmes qui continuent
de retrousser pour Boeing. Ça n'arrête pas, c'est continuel. Mhm. Ça fait 11 mois, puis on continue d'en apprendre sur cet avion-là. Mais voyons, ça se peut pas. Ouais. Ça va finir un jour? Non. En tout cas, on le sait pas encore, mais pour l'instant, on leur voit pas... On continue sur notre prévision. On ne les voit pas du tout faire un vol de certification d'ici quelques semaines. On nous parlait de quelques semaines il y a 2-3 semaines. Oh non, oublie ça. Regarde, on n'est pas là. Moi, je te gage 5$, OK? Bonne question. Qu'à une semaine ou deux des dévoilements du prochain résultat financier de Boeing, Mhm. on va apprendre qu'ils ont découvert un autre petit glitch. Puis là, quand ils vont nous sortir ça, ils vont dire oui, mais vous savez, c'est mineur, ça n'a pas vraiment d'impact sur la cédule de retour en vol. Ils vont nous sortir le résultat financier avec leur échéancier. Mhm. Puis une semaine plus tard ou 2 semaines après, là, on va apprendre que finalement, ça C'est sera pas avant le mois d'octobre. Tu sais? Ouais. On va voir. Moi, je prends ça en note, puis on en reparle à ce moment-là. Est-ce qu'il va y avoir un vol commercial du 737 MAX avant la fin de l'année? Non, ça, Fait t'as que là, déjà dit non. toi, là, en 2020, toi, c'est râpé, là. Hein? C'est quasi... Ben là, Je commence à commence... trouver que c'est tard quand les voyageurs... Ben, tu sais, on est rendu... Ben là, on a 2 majors et demi, là, parce que Southwest a toujours été considéré comme un outsider. Mais tu sais, American Airlines puis United, ça va... Tu viens d'avoir c'est une petite gifle, là, tu sais, c'est... Ouais, ben Southwest, c'est quand même le plus gros opérateur du 737 aussi. Non, ça c'est correct, mais étrangement, ça a toujours été considéré comme un... C'est pas un major, ça date pas de 1900 tranquille. Ouais. Tu sais, il jouait pas aux cartes avec Juan Tripp puis chez Panam puis tout ça, là, donc... fait qu'à ce niveau-là, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poids dans la balance avec Southwest. Là. Mais au niveau du... Tu sais, quand on parle des majors, puis des compagnies qui sont là depuis toujours, puis qui dictent la pluie et le beau temps au niveau des opérations aériennes aux États-Unis, ça reste une très grosse et douloureuse gifle dans la face à Boeing parce que c'est pas Air India ou même à la limite n'importe quel major en Europe. Tu sais, parce que tu pourrais dire Air France a décidé que non... Ben ouais, tout le monde dirait, ben oui, c'est sûr, ils s'en prennent à Boeing parce que exactement. c'est là, c'est Européens. chez toi, là. Tu sais, là, fait que... Puis, regarde, là, c'est American Airlines qui a mis jusqu'au mois de septembre. C'est American ou United qui a mis au mois de septembre? Ah, je sais plus c'est lequel des deux. Bon, mais c'est pas une grosse différence, c'est 2 semaines. Là, ouais, ben, il y a un transporteur américain qui a dit, moi, là, ma période de pointe d'été, là, je veux rien savoir de toi. J'essayerai même pas de te réintroduire un service, c'est OK? sûr, c'est sûr. La prochaine période de pointe, là, C'est Noël. Non, c'est Thanksgiving. C'est Thanksgiving. Au mois de novembre. On est à 2 mois. Là, on est à 2 mois. Dans l'interdiction ou le retrait de la cédule, on est à 2 mois de la prochaine période de pointe. Mais de toute façon, si on suit ce que tu disais, dans 2 mois, parce qu'ils viennent d'annoncer ce retard-là, dans 2 mois, on va savoir c'est quoi la planification pour Thanksgiving. Et voilà. Donc, d'ici 2 mois, il faudrait qu'il y ait une certitude. Et voilà. Ce serait très surprenant. Donc, aux États-Unis, il y a des grosses chances qu'on ne voit pas le MAX en service commercial avant la fin de l'année. Là. Ça va là en 2021. Là. Mais même encore là, c'est ça. Après ça, tu as les fêtes de Noël, puis on sait que nos amis américains voyagent beaucoup. Et voilà. Pour les fêtes Thanksgiving et tout ça. Donc, c'est-tu encore le meilleur moment pour introduire un nouvel avion en service? Je penserais pas. Étant donné toute l'aura... Tu veux-tu vraiment... En période de pointe du mois de novembre, de la Thanksgiving ou de Noël, période de réjouissance chez les Américains, tu veux-tu vraiment faire les manchettes parce que tu mets un avion? Oh non, mais même plus simple que ça. Est-ce que tu veux vraiment surcharger ton service à la clientèle de gens qui appellent pour changer de vol? On a vu ce que ça a donné chez Air Canada quand tu changes de système de réservation avant une période de pointe. Ouais. Non, enfin. Mais qu'est-ce qui se passe d'habitude dans une équipe de sport professionnel quand ça va mal? C'est quoi notre premier réflexe? Moi, je blâme le gars à côté. Le coach. Ben ça, c'est pas vrai. Oui, bon, d'habitude, c'est le coach. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On shuffle les trios. Oui. Qu'est-ce qui est en train de se passer chez Boeing, messieurs? Alors, premièrement, on a fait rouler la tête du manager intermédiaire qui gérait les personnes qui ont envoyé les courriels qui ont fait mal paraître Boeing. Oui. Comme si c'était lui qui les avait écrits, c'est de sa faute. Non. On poursuit dans la cocasserie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit de ce monsieur-là? Que c'est pas parce que t'étais pas au courant ou que c'est pas toi qui l'as fait, que t'en es pas responsable.
Hey, il n'y avait pas un gars à la tête d'une compagnie qui fabrique des avions à dont Seattle, deux se sont écrasés, causant 346 morts. Ouais, qui est pas... Qui est resté en poste pendant plusieurs mois Ouais. avec l'aval du conseil d'administration. Mais il était pas au courant. Non, mais c'était pas de sa faute non plus. C'est pas lui qui Ok, l'avait ok, fait. ok. Ouais. C'est intéressant. Alors, j'ai bien ri quand j'ai lu ça. C'est cute quand on parle des managers intermédiaires de mettre la faute sur des gens qui ont fait mal paraître l'entreprise. Mais D'accord. pas du tout casser les plus hauts. Et autre fait marquant de ce brassage de cartes-là au niveau des dirigeants, Vas-y. où est rendu le chief engineer qui était sur le 737 MAX? Ben, écoute. J'espère qu'ils l'ont mis sur un programme important. Je vous le donne en mille, messieurs. 777X. Oh tiens. Moi, ça, c'est Puis toi qui celui m'as du appris ça. 777 est allé où? Ils l'ont tassé, lui? L'histoire ne le dit pas. T'sais, ils ont dit, hey, tu sais, la porte en arrière qui a lâché, qui a arraché toute la structure, c'est de ta faute, t'es out. L'autre, il en a fait cracher deux. Lui, tu prends sa place. On fera même pas De commentaires. Ok, Écoute, oui, Oui, parce que non, mais de quelle pression pression a dû subir cet homme-là par rapport à la... Bon, enfin, Absolument. bref. Ouais, et, disons que c'est... Et à Ayrton, on a décidé que on allait profiter de la pause Ah oui. de production pour accélérer l'implantation de SAP, qui est un... qui est enclenché depuis plusieurs années déjà, Ouais, là, ben, mais qui écoute, n'avance pas. Ben, et on s'entend, là, SAP, dans une compagnie comme Boeing, ça prend des années à implanter. On est d'accord. Fait que s'ils nous annoncent ça maintenant, c'est pas parce que pendant le mois de non. janvier, ils ont pensé à implanter ça, là. Oh non, ça existait déjà. Ce que j'ai comme information, c'est que ça fait longtemps que c'est en implantation. Il se frappait à de l'inertie à l'interne de manière très, très, très Résistant, importante. ben, le problème avec SAP, là, OK? Il y a plus de 50% des gens qui débutent l'implantation de SAP qui ne la finissent pas. Tout de même. OK? Là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais SAP, c'est chez Bombardier depuis 2003. Premièrement, oui, c'est depuis 2003. Comment ça se fait qu'en 2020, c'est pas encore complété chez Boeing? Ça, moi, ça me dépasse. Mhm. Ça, c'est la Mais c'est première parce des qu'en choses. attendant, tant que l'implantation n'est pas terminée, ça donne pas les bénéfices, là. Et voilà. Et deuxièmement, SAP, c'est un logiciel pensé par et pour des gens de la finance. Mhm. Les gens d'opération, quand tu fais, moi, j'ai vécu ça, l'implantation Mhm. dans un opérateur, OK, une compagnie où les gens de production ont à apprendre à rentrer ça, à modifier leurs habitudes. C'est tout pour te cabrer. Parce que le logiciel SAP, c'est un logiciel pensé en mode finance. Tu prends le gars qui a l'habitude de rentrer un bon de commande dans les vieux systèmes, que ce soit informatique ou manuel, tu ouvres une page, tu remplis tout ton bas de commande, tu as ton numéro de client, tu as tout. SAP, moi, l'implantation que j'ai vécue, il fallait que tu aies inscrit, il fallait que tu ouvres 3 pages. Il fallait que tu aies porté de l'information dans 3 pages. Principe de comptabilité, ça. Les comptables puis les financiers, eux autres, ils adorent ça. C'est un outil merveilleux parce que tu peux savoir combien chaque client te coûte, chaque extra que le client t'a commandé. Et ça t'aide à gérer ta chaîne d'approvisionnement. Ça t'aide exact. T'es au Mais courant c'est au drôle, jour hein? le jour. Moi, j'ai absolument rien contre SAP, là. Mais J'entends un mais. j'ai jamais entendu d'histoire, de belles histoires de SAP. Mais c'est jamais Je facile. dis pas que ça se peut pas, là, mais j'en ai jamais entendu parler. C'est jamais facile. Ça, c'est sûr. C'est juste que ce qui est drôle, c'est que ça veut dire que présentement, ils n'ont pas de logiciel de gestion intégré. Ça, c'est bizarre. Ouais. Ou ils utilisent autre chose, ou Ils ils sont avec utilisent ça en partie. Ils sont avec ERP en ce moment, mais on s'entend, SAP, c'est beaucoup plus performant pour la gestion. Oui, ben mais à la grosseur d'entreprise que c'est, puis compte tenu qu'il fonctionne en flux tiré, il n'y a pas vraiment d'option, là. Ça prend quelque chose pour gérer la chaîne Mais- d'approvisionnement de manière efficace. Mais si vous voulez vous amuser, vous allez sur Google, vous tapez dans le moteur de recherche SAP en majuscule, Implementation Nightmares. Ok. Il y a de grosses compagnies américaines qui sortent. Il y a eu des poursuites. Là. Tu sais, c'est des poursuites. Ouais. Coors aux États-Unis, ils ont poursuivi la compagnie les consultants qui étaient responsables de l'implantation. Et il y en a eu. Souvent, le client est responsable de ses malheurs dans l'implantation des SAP. Et je reviens à ce que je disais tantôt. Mhm. Quand toi, tu es une personne d'opération, OK? Puis que remplir tes factures ou tes bons de commande, ça te prend 1 minute et demie, puis tu te retrouves que ça t'en prend 4, Mhm. c'est une bonne façon de provoquer de la résistance au changement, tu comprends? Puis là, Pourquoi? envoie ça chez Boeing, où c'est déjà très tendu.
Dans le contexte, moi, je suis pas sûr. Moi, je leverais le pied, moi, en tout cas, personnellement. Ben, non, mais moi, je considère que tant qu'à ce que tes opérations soient arrêtées ou une partie de tes opérations de production soit arrêtée, c'est pas nécessairement une mauvaise idée d'en profiter pour implémenter des choses qui, normalement, ralentiraient ta production. Ouais, il y a C'est ça. un peu ça leur point de vue. Sauf que, ben, ça fonctionne juste si t'es capable de reprendre un rythme de croisière après. Ouais. Ouais. Tu Ouais. sais, fait que bon, peut-être que présentement, à l'interne, c'est une mesure qui est Ouais, relativement ouais. bienvenue parce que entre ça et rien faire, Ouais, OK, ben, mais C'est sûr que les gens de plancher, maintenant, si tu le dis, bon, ben là, tu t'en vas sur arriver un cours d'une semaine sur SAP, comment ça va fonctionner? ou bien tu t'en vas chez vous. Ouais, ben, tu vas y aller avec joie parce que tu sais que ce cours-là, ben, c'est ça ou ben, c'est le chômage. Ben, C'est ça. quoi Ou que le ça vas y pas de aller avec chômage, ça, là, ouais. on est aux États-Unis, soyons... Tu vas siffler en travaillant. Ouais, ben, c'est ça. Je suis pas sûr que les gens vont siffler. Tu sais, l'implantation mais c'est un bel exemple. Ouais. Ça se fait pas en sifflant puis en travaillant. C'est comme, c'est beaucoup de Ah non, écoute. Non, puis de toute façon, une des choses qu'on dit, c'est que la qualité des données qui sont entrées, c'est le principal problème de manière générale. Ils ont déjà un problème de tourner les coins ronds. Cette culture-là s'applique à tout ce qui se passe dans cette entreprise-là. Ils vont- J'ai pas hâte de voir qu'est-ce que ça va Ils donner. vont-tu couper les coins ronds quand ils vont rentrer données? Alors là, je sais pas, mais regarde. En tout cas, on peut pas s'avancer, on sait pas, mais c'est curieux. On a parlé des États-Unis, on va parler encore de protectionnistes de Boeing et d'Airbus. Mhm. Parce que vendredi passé, on a appris à 7 heures le soir que les États-Unis faisaient passer la taxe sur les avions importés d'Europe de 10 à 15 Mhm. Ouais, c'est vrai. OK? Grosse guerre commerciale. Moi, écoute, là, j'ai lu la nouvelle le samedi matin, puis je suis parti à rire. Parce que la première chose que j'ai fait, je suis allé regarder le carnet de commandes d'Airbus pour les gros porteurs, OK? Parce qu'on Ouais, s'entend, ces avions importés aux États-Unis, il y a juste des 330, des 350 en ce moment, là, tu sais? Il y a pas de tous les 320 sont fabriqués aux États-Unis à Mobile. Je m'en vais jeter un coup d'œil sur le carnet de commandes. Delta avait commandé 25 A350. Elle en a reçu 13. Il en reste 12 à livrer. Ouais. Puis elle a aussi des 330. Les 321. Ouais, mais les 321 ne sont pas visés par cette guerre. Ouais, mais est-ce qu'ils vont être assemblés à mobile? Ben, d'après toi, l'ACF, l'option Cabin Flex, là, l'Airbus Ouais. Cabin Flex, il va falloir qu'il l'implantent à Mobile. Les gens de Mobile disent, nous, on est capable de le faire. Le président de Boeing USA, d'Airbus USA a dit, oui, nous, on est capable de le faire à Mobile. Il n'y a pas aucune objection à ça. Ils ont les installations pour. Est-ce qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage là? Oui, certainement, comme il y en a une en Allemagne. Est-ce qu'ils sont capables de... Mais, fait que moi, au total, j'arrive à 43 avions qui pourraient être frappés par la nouvelle taxe. La nouvelle taxe. OK. Attends une minute. Tu t'en vas dans une guerre commerciale pour 43 avions? Parce qu'il en reste 45 autres des A350 à livrer. C'est à United Airlines. Mais Première aussi, livraison 2027. On s'entend que la guerre commerciale en ce moment, elle n'affecte pas cette commande-là. mais Non. aussi, de toute façon, quand est-ce que ça s'applique à tout ce qui est signé à partir d'aujourd'hui? Tu peux pas faire Non, tout ce qui rentre à partir de maintenant, là, tu sais. Ouais. Tu peux pas faire rétroactivement. Fait que juste les livraisons. Mais là, les Pas les fonds. purs et durs Ouais. de l'administration Trump veulent aussi que ça s'applique aux sous-ensembles. Ben, ils sont pas fous. Hein? C'est pour ça que je te posais la question, André. Ben, Ouais, mais en même temps, ça va affecter Boeing aussi. Oui, parce que Boeing importe des sous-ensembles aussi d'Europe. Ah, ben là. Et voilà comment tu fais. Ça marche tellement bien, les mesures coercitives pointues, là. Et puis, moi, je comprends pas pourquoi prendre l'aviation. T'exportes 70% de ta production, le comique. Comment tu vas faire pour gagner une guerre commerciale quand tu exportes 70% de ta production? Moi, je comprends pas. Mais c'est vraiment un cas de je vais protéger à coups de batte de baseball mon délinquant en arrière. Tu sais, je veux dire, hey, come on, là. Je veux dire, ça marchera pas, là. Ça marchera Fait pas. que j'essaie encore de comprendre cette logique-là. La seule chose que j'ai vue dans cette affaire-là, c'est que Delta Airlines est pas touchée par la crise du MAX. Elle en a pas en commande. Fait que des 4 plus gros transporteurs aux États-Unis, c'est la seule qui n'est pas affectée par la crise du MAX. Mm-hmm. Et là, tout d'un coup, on va réégaliser les choses un peu. Là, C'est comme... peut-être ça. Hein? Peut-être, effectivement. Ça va tellement bien chez Delta, pour de vrai, là, c'est pas sarcastique, là, que peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit comme toi aussi tu vas souffrir. T'sais. Mais juste Je le fait sais que pas. tu sois obligé de dire ça, Greg, ça veut peut-être dire qu'on est trop souvent sarcastique. Ben non, mais c'est parce que tu sais, les majors américaines ont tellement souffert que juste de dire tu sais ça va tellement bien chez Delta, tu sais
Clin d'œil. mais oui, ça va bien. Ils viennent de donner 1,4 milliard aux employés. Là, fait que... c'est la chronique qui continue à donner toutes les semaines. Oui. Mais là, moi, là, si on a complété la chronique de Rington, là, je prendrais une petite minute tant qu'à rester dans le sarcasme. Oui. Où t'en vas-tu comme ça? Ça a été plus fort que moi sur Twitter en fin de semaine. Je me suis fait aller un peu à propos de nos amis de chez Embraer. Okay. Embraer, au salon aéronautique au Singapore Air Show, a publié que la publicité qu'ils font sortir maintenant, c'est que l'E2 a complètement changé le marché des avions monocouloirs. Ah oui? Rien de moins. Mais quand ça? Ben, moi, c'est comme j'ai été voir le carnet de commandes. Ils sont toujours à 168 commandes fermes. OK? C'est très drôle. Ils ont déjà affublé le E2. Le surnom, c'est le Profit Hunter. OK? Moi, je dis, ils l'ont appelé comme ça. C'était pour faire oublier que le E-Jet, le E1, c'était le Profit Killer. Mais ça, c'est ma. Et ils ont fait une belle vidéo. Parce que là, ils ont peinturé, il y a un avion de démonstration. Oui. Il y a une belle peinture où c'est un lion qui est sur le fuselage. Là. Fait que le museau du lion, elle arrive à la pointe du fuselage en avant. Là. C'est un lion. Fait que là, tu sais, de Profit Hunter, t'as le lion qui court dans la forêt. C'est drôle, ça, mais non, là. King of the Sky. Ah oui? Hey, mais sérieusement. King of the Sky. Fait que là, j'ai dit... Ça me fait penser vraiment à des vidéos YouTube de Tata au gym qui se filment. Je sais pas c'est quoi, là. Comment tu peux déclarer qu'avec 168 avions vendus, c'est le roi du ciel? Je sais pas. Non, mais t'es le seul à le savoir. Mais ils ont redéfini tout le segment. T'es le seul à le savoir, André, parce que moi, j'étais sûr qu'il n'y en avait pas vendu. Fait que je me suis payé la traite un petit peu parce que le président d'Embraer Avions Commerciaux, John Slattery, va être le président de Boeing Brésil quand ça va devenir officiel, cette entente-là. Oui. Fait que moi, j'ai dit, s'il continue comme ça, M. Slattery, il sera pas président de Boeing Brésil plus que 2 ans. Il va se retrouver président de Boeing à Chicago, comme Boeing Corporate, parce qu'arrogant comme ça, il fit dans le portrait, ça se peut pas. C'est du marketing, André. Ouais, mais... Hey, mais en même temps, la dernière fois, je disais que Embraer est en train de se marier avec un loser. Ils se valent l'un l'autre. Parce que sérieusement, venir dire que tu as changé, tu as révolutionné. En français, la bonne traduction, c'est de dire qu'on a révolutionné le marché des avions monocouloirs. Puis notre avion, c'est le roi du ciel. The King of the Sky. On a révolutionné l'aviation tout court. Moi, je pense qu'ils devraient y aller. Il y a surtout qu'ils ont, à l'époque, le 135, 145, ils ont réagi. C'est une réaction totale. Là. Ils ont réagi à l'arrivée du CRJ sur le marché. Puis quand je dis réagir, c'est super facile à voir. Ils ont pris l'Embraer 120, le fuselage. Si vous aviez pas remarqué, c'est le fuselage et le nez d'un Embraer 120. On a enlevé les turboprops et on a sacré des moteurs en arrière sur le fuselage. Puis les inverseurs de poussée étaient en option là-dessus, c'est même. Puis les inverseurs de poussée, dans certains cas, étaient en option, effectivement. Puis, on est arrivé avec quelque chose de cheap. J'en ai déjà parlé. Tu pouvais acheter 3 Embraer pour le prix de 2 CRJ. Maintenant, avec le E-Jet, le 170, 175, 190, 195 qui est arrivé au début des années 2000, on est arrivé avec ce que les gens, c'est pas moi qui le dis, là, c'est les gars d'Air Canada qui nous disaient ça, des fois ça rampe ou quand on les croisait par-ci par-là. Les gars appelaient ça les avions jetables. Ouais. OK? On les entendait sacrés, si on peut dire. Des milles à la ronde. Problème par-dessus problème. C'était difficile à partir. Ça résistait pas super bien aux hivers canadiens, semble-t-il. Et ça pardonnait puis avec pas tout du tout, ça, t'as révolutionné le... Puis encore là, tu sais, je dis ça, oui, mais c'est parce que je défends Bombardier. Je défends pas Bombardier. C'est même pas sur le E-Jet qu'ils disent qu'ils ont révolutionné le marché. C'est le E2. Juste sur le E2. Mais moi, je travaillais sur l'histoire. Tu sais, tu t'es appuyé sur quelque chose pour bâtir cet avion-là. Puis ton histoire, ton avion réchauffé va révolutionner le... Exactement. Donc, il y a un petit côté, je comprends que tu veux mousser un peu le métier. Il y a un vieux dicton qui dit trop, c'est comme pas assez. Pouce égal, là. Oui, mais tu sais, c'est pas comme si on faisait affaire dans un marché où l'acheteur était pas sophistiqué, là. Ouais. Je veux dire, on s'entend, là. Tu parles à des gens qui savent très bien que ton avion il est mauvais, là. Fait qu'à la limite, t'arrives avec un argument de le moins cher single aisle ou je sais pas trop quoi, mais attention, ordinaire. Disons qu'on sait pas ce qu'il est capable de faire. De un, parce qu'il a pas beaucoup volé à date. De un. De deux,
on peut pas s'attendre à de très grandes choses d'un avion qui est basé sur une structure passée. On a retravaillé un design existant. OK? Puis ça, à blague à part, puis tout, si on reste sur des faits, là, historiquement parlant, toutes les versions d'avions qui ont été du réchauffé, ça a jamais vraiment bien fonctionné et où ça n'a pas eu les résultats escomptés en termes de distance franchissable, économie de fuel, ça. La seule petite exception, c'est le 37NG. En fait, on pourrait dire le 37 tout court. Mais ce qui a sauvé FS au 37, c'était l'arrivée des turbofans, c'est CFM. Je m'excuse, là, puis ça, je prends en débat devant n'importe qui. Le succès du 37, à part le Max, là, c'est en grande partie drivé par l'arrivée par CFM. OK? Fait qu'ils leur en doivent une bonne là, à CFM. J'espère qu'ils leur payent un beau party de Noël tous les ans parce que. Donc, tu ne dirais pas que le Néo, c'est un succès de réchauffé? Le Néo, oui, absolument. Donc, une autre exception. Je sais pas. Le 320 Néo. 320 Neo, so. 321, c'est le LR et c'est le XLR qui sont des. Mais encore là, c'est des versions étirées. Exactement. Puis encore, je maintiens ça pour Airbus aussi. Là. Moi, personnellement, je ne pense pas que des structures, des airframes qui ont été retravaillés, c'est pas aussi bon que si tu partais d'un clean sheet design. En tout cas, alors c'est ça, mais pour revenir à Embraer, c'est ça, j'ai eu... Tu nous as parti complètement là-dessus. Oui, mais j'ai eu bien de commentaires cocasses aussi. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner avec le E2. Mais... vends-en, baptême. Ben, disons qu'il ne manque pas d'air. Là. Puis c'était tellement... Ce qui est surprenant, excuse-moi de te couper, André, mais... C'est clairement le pick-up line de cet épisode-là. Absolument. Ben, vends-en, baptême. Ce qui est quand même intéressant là-dedans de noter, c'est que on se défoule sur Embraer, mais je tiens quand même à faire remarquer à nos auditeurs cet avion-là est équipé des mêmes moteurs que le C-Series. Oui. Qu'on s'attend à ce qu'il n'ait pas cherché les mêmes performances. Non, les performances moteurs, il va les avoir. Non, mais les performances d'économie d'essence qui vont avec voilà, tout ça. Exactement. Parce que c'est un redesign. Et même qu'il serait capable d'aller chercher un 20%, 16 à cause des moteurs, un beau gros 4% grâce au airframe, aérodynamiquement parlant. Malgré ça, visiblement, ça vend pas. Ouais. Et donc, il y a quelque chose avec l'avion. Au début de 2017... Ou avec la peur de ne pas avoir de support. Ou... Peut-être, il y a ça aussi. Oui, absolument. Ben, le même principe qu'il y avait avec Bombardier. Vraiment, il faut pas être trop... On va arrêter d'être chauvin un peu parce que c'est comme ça que ça sonne en ce moment, là, qu'on se pète les bretelles. Mais il reste qu'une grosse partie du problème qu'il y a eu avec la C-Series, c'est que les gens avaient pas peur de l'avion tel quel, comme tel, là. Il avait peur du fait que Bombardier n'avait pas les reins assez solides pour supporter l'avion une fois en service. Ouais, ça c'est une partie du problème, mais ce que moi, là où je veux revenir avec Embraer, c'est que en 2017, ils nous annonçaient une grosse commande. Au début de l'année 2017, on va avoir une grosse commande. Mm-hmm. Après ça, 2018, on va avoir une grosse commande de 2 cette année. 2019, on va avoir une grosse commande de 2 cette année. Devine ce qu'a dit John Slattery à certains journalistes au Singapore Air Show. Ils vont avoir une grosse commande cette année? Ouais, ben, signe-là. Moi, entre-temps, je regarde les statistiques, le carnet de commandes de l'E2 entre 2017 et maintenant. Il est passé de 181 commandes fermes à 168. Quand ça va bien. Quand ça va bien. Alors, et tu peux être sûr que si C-Series avait eu seulement 168 commandes dans le carnet d'Airbus en ce moment, on en entendrait parler au Québec. Tu peux être sûr. Il y a c'est sûr. Panique. C'est ça. Mais c'est surtout que je pense pas qu'on s'appellerait le roi du ciel dans ce cas-là. Mais bon. Ben, c'est ça. Moi, je m'appellerais le chevalier du ciel. Ouais. Mais là, ça marche plus avec un lion. Là. En 172, le chevalier du ciel. All right. Les chevaliers du ciel. 272 qui se courent quelque chose. Personne ne veut entendre ça. Hey, on finit-tu avec le G700? Absolument. Gulfstream. On n'avait pas épuisé tout. C'est vrai, le G700. Non, G700. Félicitations à Gulfstream. Qui a le premier G700 a fait son vol inaugural la semaine passée. Oui, monsieur. Alors, le G700 a été annoncé, faut que je regarde la date de l'annonce officielle parce que c'est une réponse, en fait,
En fait, c'est un lapin, je vais t'avouer bien franchement que je me rappelle même pas la date moi-même, mais c'est un lapin que Gulfstream nous a sorti de son chapeau. Oui. On ne s'attendait pas à ça. eBay 2019 pour... Puis là, il y a pour ceux que ça intéresse, il y a le mock-up grandeur nature qui va se promener un peu partout sur la planète. Donc, si vous avez l'intention de vous acheter un jet privé et que vous penchez plus pour Gulfstream, ben... Il y a un mock-up, là, pas très loin de chez vous, très bientôt, qui va se pointer la face. Pour tous nos auditeurs milliardaires. Pour tous nos auditeurs milliardaires. Si tu as 75 millions à mettre sur un avion, ils vont venir te voir. Absolument. Ce qui est important de mentionner, donc, c'est que le G700, c'est la réponse directe au Global 7005. Oui. OK. Dans les deux cas, on est allé chercher des performances qui sont... c'est pas du copier-coller, mais presque. Oui. OK. Au niveau du range... on est passé, tu sais, le G700, on est à 18 250 kilomètres. Non, excusez-moi. Hey, qu'est-ce que je fais là, moi? 13 890 kilomètres d'un bord, 14 260 de l'autre. Ouais. OK. Et quand je dis de l'autre, c'est au niveau du global, 14 000 et quelques. Dans les deux cas, on est allé chercher une nouvelle motorisation. Ben, chez Gulfstream, un peu comme on l'avait fait aussi pour le 500 puis le 600, qui avait du Pratt, du PW 800. Dans ce cas-ci, on est allé chercher du Rolls-Royce. Ça fait qu'on fait un retour avec Rolls-Royce, qui équipait déjà beaucoup de modèles Gulfstream dans le passé. On a eu du T et du SP sur les vieux modèles. Ensuite de ça, on a eu le BR, la série BR 710 sur les G5. Et on a eu le BR 725 sur le 650. Puis ça a arrêté là. Il y a eu une coupure. On a eu après ça le PW 800 sur le 500 et le 600. Faut maintenir la compétition entre les motoristes pour être sûr d'avoir des bons prix. Hein? Visiblement, Rolls-Royce est arrivé à quelque chose d'intéressant parce que là, on est de retour avec le Pearl 700. Donc, le Rolls-Royce Pearl 700 qui a sensiblement le même poussé que le G Passport sur le Global. Ouais, OK, qui est un nouveau design aussi. Mais le Pearl 700 est sur le Global 6500 aussi. Non, c'est pas le Pearl 700. C'est le Pearl 15. OK. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le Pearl qui est installé, la série Pearl qui est installée sur le 5005 et le 6005, c'est un redesign du BR 710. On a amélioré 2-3 petites choses. Dans le cas du Pearl 700, c'est un clean sheet design-ish. Pourquoi je dis ish? C'est que, techniquement parlant, c'est un nouveau moteur. Sauf qu'on a pris des technologies qu'on a testées sur d'autres modèles avant. OK. Donc, par exemple, on a de la technologie au niveau du... ce qu'ils appellent... je ne voudrais pas me tromper. Ils appellent ça. Je veux vous trouver le nom. Là. Je ne m'en rappelle plus. Bon. Il y a une technologie spéciale sur laquelle Rolls-Royce travaille au niveau du Low Pressure Core qui a été réutilisé sur le Pearl 700, mais qui avait été testé sur d'autres modèles auparavant. Fait que c'est pour ça que la plupart des experts ont de la difficulté à dire c'est un nouveau moteur, on est parti de zéro, puis on a designé quelque chose. Non, on a pris un morceau ici, un morceau là, des technologies qui rentraient sous le Clean Sky, des choses autrement dit, c'est un nouveau moteur, mais on n'a pas mis de nouvelles technologies dessus. Ben oui, mais non. On y reviendra. On fera un spécial moteur là-dessus. Un autre spécial. Un autre. Oh, écoute, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Ce qui est intéressant de mentionner, par exemple, c'est qu'on a au niveau des taux de compression, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien parce qu'on parle de taux de compression de 24 pour 1. Pour un petit moteur, là, c'est assez incroyable. Puis on passe de 16 pour 1 sur le BR 725 à 24 pour 1, donc des ratios de compression très élevés. Et pourquoi je mentionne ça? Ben, c'est parce que c'est une des façons qu'on a d'augmenter les taux de compression. C'est une des façons qu'on a de jouer d'aller chercher de la performance moteur. OK? Si tu veux, pour la même quantité de fuel, avoir plus de puissance, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas essayer de mieux brûler ton fuel. Donc, on redesign les chambres à combustion, etc., etc. Et on s'organise aussi pour avoir des hauts taux de compression. Donc, c'est de la machine. On parle de haute technologie. Souvent, les gens disent « Hey, c'est quel le meilleur entre Rolls-Royce, GE et Pratt? Ils sont tous très bons. » Je vous le dis, là. On parle de haute technologie avec des alliages exotiques que je ne suis pas capable de prononcer les noms tellement ils sont longs comme ça. Tout est breveté sur ces moteurs-là. On va même breveter l'alliage. Donc, si vous allez sur Google Patent, là, par exemple,
puis vous vous promenez Pratt & Whitney ou Rolls-Royce, vous allez voir, il y a des brevets qui sont émis pour des recettes pour des alliages. Fait que tout ce que vous avez dans le brevet, là, c'est des recettes, des noms de poudre et d'alliage. Donc, c'est très complexe, c'est très technique. Puis ça donne des petites perles comme ça. Si on le compare vite avec le GE Passport, pourquoi? Ben parce qu'en termes pour tout le reste au niveau de l'avion comme tel, là, comparer le G700 avec le Global Express, c'est sensiblement la même longueur, juste pour vous donner une petite idée. Il y a un pied et demi, je pense, de différence dans la cabine, même pas 2 pieds. Dans la cabine, oui, c'est sensiblement pareil. Un pied et demi de différence à l'intérieur. Le wingspan, juste pour vous donner une petite idée, là, on a 31,4 mètres d'un côté, 31,7 de l'autre. OK? Fait que quand on dit que c'est une réplique, on voulait vraiment envoyer un message à Bombardier là, que vous ne serez pas tout seul à vous approprier ce marché-là. L'avion n'est pas une copie conforme comme telle. Si vous regardez les ailes, technologie, tout n'est pas pareil du tout. Mais on s'est organisé pour être pile poil sur le même secteur. Exactement. Mais moi, le gars, je viens d'allumer sur quelque chose. Là. Je remarque que c'est une copie presque conforme du 7700. En termes de capacité, on s'entend. De capacité, range, tout ça, là. C'est difficile de choisir entre les deux en ce moment. D'accord? Mm-hmm. Est-ce que ça se peut que Gulfstream se soit dit, on va aller à côté le 7500? De toute façon, là, ils n'ont pas le moyen d'aller plus loin. Ils n'ont pas le moyen de développer le 8000. Fait qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. Je sais pas. Sincèrement, André, peut-être qu'il y a quelques personnes chez Gulfstream qui ont pensé ça. Mm-hmm. Mais honnêtement, je ne pense pas parce que si tu te rappelles, avec le 650, Gulfstream s'était déjà aventuré dans le très long range. Ce qui leur manquait, c'était la cabine. Ouais. Parce que le ER, c'était du long range. Le 650 ER, je pense que tu peux faire 3 fois le tour de la Terre avant de refueler. Là. J'exagère, bien sûr. Mm-hmm. Mais donc, Gulfstream était déjà dans ce marché-là de très haut, très loin. Là. Mm-hmm. Ce qui leur manquait, c'était une cabine de style. C'était le gros avantage du 7000. Mes enfants peuvent jouer au PlayStation, puis moi, je peux faire du badminton en avant, puis on s'entend pas. Là. Puis c'est un petit peu ça qui me manquait à Gulfstream. Fait que sincèrement, là, si tu regardes en termes de capacité, puis se rendre à un endroit, puis voler longtemps, puis tout ça, il l'avait déjà. Ouais. C'est la cabine qui manquait. Parce que moi, ce que j'ai toujours questionné dans le cas du Global 8000, qui est l'autre option, c'est une fois que tu dépasses le 7500, 7800 000 nautiques de range, là, tu vas sur les logiciels là, de Internet, tu veux... De planification de vol? Planification de vol, là, tu fais 7500 000 nautiques, là, ou 7700 maintenant avec le 7000. À partir d'un point, là, sais-tu que les endroits que t'appartiens, que tu touches pas sur la planète, il y a une couple de places dans l'océan Indien et en Australie, là, tu sais. Oui. Dans l'Amérique du Nord, tu peux atteindre à peu près n'importe où, sauf certains endroits dans l'océan Indien puis l'Australie. Non, mais es-tu en train de présumer que l'achat d'un jet est basé sur le besoin uniquement? Et c'est direct là que je m'en allais. Et c'est que la nécessité, le marché pour des avions ayant un plus long rayon d'action, il n'est pas énorme. T'en vendras. Si tu fais un Global 8500. Ça prend des égos bizarres et des milliardaires. Moi, je pense qu'il ça prend des corporations qui font des affaires un peu... Tu sais, au Canada, nous autres ici, à Montréal, l'exemple parfait pour illustrer à quoi sert un Global Express, c'est Power Corp. Oui. Parce qu'on sait que Power Corp, puis t'as même pas besoin de rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, il n'y a rien de secret dans ce que je vais vous dire. Là. Power Corp fait des affaires en Chine depuis très longtemps. Mm-hmm. OK? C'est Paul Desmarais à l'époque avait été un des premiers à avoir des liens, à tisser des liens avec la Chine et tout ça. Donc, Power Corp, il va régulièrement en Chine, puis c'est ce genre de corporations-là qui vont utiliser ce genre de jet-là pour dire « Je t'envoie quelqu'un régler un problème ou négocier quelque chose, puis il va être là dans 16 heures non-stop. » tu sais. Ouais. Donc, fait que effectivement, si tu veux utiliser l'appareil à son plein potentiel, c'est ce genre d'utilité-là. Il faudrait que tu partes d'ici puis que tu ailles de l'autre côté de la Terre pour dire je justifie l'achat d'un. Maintenant, moi, je pense pas qu'on va en voir des plus longs que ça. Je vois pas l'utilité d'aller chercher. Exactement. Ce qui va changer, ce qui va arriver, par exemple, c'est qu'on risque de voir des. Là, je pense que là aussi, on a pas mal atteint la limite. Là. Au niveau des cabines, ce qui manquait, c'était un peu ça, des plus grandes cabines, entre guillemets. Oui, parce que là, si tu allonges trop la cabine aussi, tu tombes dans le marché des 320.
puis des 737 puis tant business qu'à jet. faire, ben, je vais m'acheter un 318 ou un 320, T'sais, je vais leur faire Il affaire. y a une bonne, en ce moment, il y a une bonne différence de prix entre un Global, puis un Global 5500, puis un Gulfstream 700, Ouais. versus un business jet, un Boeing Business Jet ou un Airbus Business Jet, OK? Ouais. Fait que ACJ chez Airbus. Airbus Corporate Jet. Merci. Alors, il y a une bonne différence. On est dans le 100, c'est plus que le double. Ouais. Donc, si tu commences à étirer tes avions et aller jouer dans le marché de l'autre, ben, tu vas te les faire enlever tes clients par Boeing et Airbus qui, eux autres, de toute façon, ont des avions tellement De toute façon, plus gros. d'après moi, c'est une question de temps. Ben là, on va régler la question de la chaîne d'approvisionnement et tout ça, mais c'est une question de temps avant qu'on voit arriver des A220 corporate. Là. Ouais, il est supposé y en avoir des. Il est supposé avoir des commandes. Il y a ça, fait que tu sais, à ce niveau-là. Petit détail, juste pour finir là-dessus. Donc, différence entre le 700 puis le G700 puis le Global 7005. Le choix de technologie. Gulfstream, depuis sur le 500 puis le 600, a décidé l'utilisation c'est tout du fly-by-wire dans les deux cas. Sauf qu'avec Gulfstream, on a décidé d'aller avec des Active Side Stick. OK. Le Global a aussi des side sticks, OK, comme dans les Airbus, par exemple. Sauf que eux sont, on va dire, standards. Il n'y a pas de feedback. Il n'y a pas de feedback sur le 7500? Non, monsieur, il n'y en a pas. Donc, on a décidé de faire ce choix-là du côté de Gulfstream. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Active Side Stick, c'est tout simplement que ce qu'on reprochait, par exemple, dans les Airbus depuis toujours, en fait, c'est que quand quelqu'un joue avec le joystick d'un bord, si l'autre personne ne regarde pas ce qui est fait, ce qui est comme input, tu n'as aucun moyen de savoir ce que l'autre est en train de faire avec le stick. Dans ce cas-ci, ben, ils vont bouger. Il y a des petits torque moteurs dedans, puis ça fait bouger le. Là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui travaille contre toi dans ce temps-là. Exactement, tout à fait. Donc, fait que ça, je sais, j'en parle parce que c'est un reproche qu'on a fait souvent sur les Airbus. Et c'est la raison pour laquelle Boeing a décidé de garder la colonne. Sur le 777, par exemple, la colonne est encore là, mais l'avion est fly-by-wire. C'est juste qu'en dessous, dans le plancher, les fils commencent dans le plancher. On a encore, c'est la bonne vieille colonne en haut milieu. Et ce que Boeing a toujours dit, c'est qu'eux autres voulaient garder ça. Puis il y a des questions d'ergonomie puis de facteurs humains, dans le sens où on garde une référence visuelle sur l'action qui est posée. Donc, c'est le choix que Boeing avait fait à l'époque à ce niveau-là. C'était pas une question qu'on voulait pas faire comme Airbus ou quoi que ce soit. C'est pas une question de brevet, parce que souvent, c'est même pas Airbus ou Boeing qui détiennent ces brevets-là. C'est les compagnies d'avionique. C'est d'autres compagnies, Thales, etc. Là. Donc, on pouvait le faire, mais on a décidé de ne pas le faire pour des questions de sécurité. Dans le cas des side sticks, Gulfstream a fait ce choix-là d'y aller avec du Active Side Stick pour des questions de sécurité encore là. Donc, ça fait pas mal le tour, je dirais, au niveau du G700. Ça va être une superbe machine. Lequel des deux arrive sur le marché en premier? Le Global Express est déjà sur le marché. Oui, bon. 7005. 2023 pour le... Ils disent 2022. Ça, c'est sur les communiqués officiels. Là. Ouais, mais 2022. Habituellement, Gulfstream, c'est assez streamline. Là. C'est assez bien organisé. T'as raison, c'est moi qui s'est trompé. 2022. Ça devrait être comme ils disent que ça va être. Superbe machine, de superbes moteurs aussi. On est tout rendu avec du Blisk. 10 étages de compression, il y en a 6, c'est du Blisk. Quelle est notre idée de qui va gagner la compétition là-dessus? Je gagerais pas contre Gulfstream de même. J'aimerais bien que Bombardier gagne la compétition, mais ils ont leur marché. Ouais. Ils ont leur marché. Je te dirais sais-tu quoi? Le premier des deux pays qui va rétablir de très bonnes relations commerciales avec la Chine va gagner. Bon point. Parce que c'était un gros débouché pour Gulfstream. Oui, puis il va falloir qu'ils fassent attention avec ces affaires-là. Excuse-moi de te couper, André, mais c'est un très bon point que tu soulèves parce que Dassault est en train de leur couper l'herbe sur le pied en Asie.
Il va falloir je sais pas si Gulfstream fait du lobbying là, à Washington. Ça n'a pas l'air de marcher en tout cas. Mais il va Ouais, falloir c'est parce que Dassault a frappé très fort avec le 8X. Moi, je te dis que si le Canada libère la dirigeante de UAE, là, Oui. Madame Huawei. Huawei, moi, je te dis que si on la libère, là, Oui. OK, on dit, ben non, on n'a pas d'extradition parce que les États-Unis n'ont pas de cause contre elle, là. Ouais. On la libère, là. Puis dans les 2 mois qui suivent, là, il y a des grosses commandes qui rentrent de bombardiers en Chine. Pour le globe. Ça se pourrait. On va Et voir voilà. ça bientôt. On va faire un suivi là-dessus. Ouais. Hey, pour finir, pour les gens qui nous écoutent, mardi, chez Bell Hélicoptère, Ouais. on va, Grégory et moi, on va aller se promener, on va aller essayer visiter Ouais. le démonstrateur du Bell Nexus, donc le projet de taxi aérien de Bell. Ouais. On va aller s'amuser. Greg, tu me promets que là, tu vas pas chercher les panneaux d'accès pour l'entretien. Là, Absolument pas. C'est Moi, un démo. il n'y a c'est pas- aucun danger. Moi, si tu me cherches, je vais être dans la cabine, puis je vais faire des comme ça, c'est là que je vais être. OK. Excellent. Merci beaucoup, messieurs. On rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de l'Aéropod pour être au courant de toutes les dernières nouvelles. Vous abonnez bien sûr au channel YouTube si vous préférez voir ça en format vidéo Absolument. ou encore au podcast sur toutes vos plateformes préférées. Apple Podcast, iTunes, Google Play Music, etc., etc. Spotify. Oui, effectivement, Ouais. Spotify. Vous pouvez également nous envoyer des questions, des commentaires par écrit ou encore en petits clips audio que vous pouvez faire avec l'application Mémo de votre téléphone à aéropod, AEROPOD, en commercial, mentoraéro.com. Là-dessus, ben moi, je vous souhaite une excellente semaine. Mais toi, André? Ah, ben, tempête de ciel bleu, et c'est bien parti. Ouais. Ouais. Beau temps pour voler. Et Ouais. tendre aussi. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. À la prochaine. Over.